Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous présentent Check-up. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous présente Check-up. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau numéro de Check-up, un Check-up un peu spécial puisqu'il sera entièrement consacré à la crise sanitaire d'une ampleur sans doute sans précédent que le monde vit depuis le début de l'année avec l'arrivée du coronavirus, le Covid-19. Pour y répondre, le professeur Olivier Epaulard, bonjour. Bonjour. Vous êtes infectiologue au CHU Grenoble-Alpes et puis j'accueille aussi avec plaisir Vincent Templard, bonjour. Bonjour Marie-Caroline. Vous êtes toujours président de Medicalps, le cluster des entreprises innovantes de santé dans l'arc alpin. Je précise que la fréquence de diffusion de cette émission n'a pas changé. Check-up reste une émission mensuelle. La situation sur le coronavirus peut bien sûr être amenée à évoluer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et pour un relais plus précis, je ne saurais trop vous recommander évidemment de suivre notre JT chaque jour à partir de 18h. Ces précisions étant faites, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le 10 mars que le monde était en situation de pandémie. Elle l'a constaté en tout cas. Qu'est-ce que ça signifie, professeur Epaulard ? Ça signifie que le nombre de cas au niveau mondial et le nombre de pays touchés au niveau mondial est suffisamment important pour constater effectivement que le virus est peut-être pas partout, peut-être pas dans tous les pays, mais en tout cas qui s'est répandu dans une majorité d'entre eux. On pourrait dire que c'est juste un mot. Peut-être que l'OMS aurait pu déclarer ou en tout cas constater l'état de pandémie déjà il y a une semaine. Je pense qu'elle a voulu voir un petit peu aussi comment se passaient les choses au niveau du continent sud-américain aussi ou au niveau du continent africain pour mieux comprendre les choses. Mais d'un moment, on était dans une épidémie dans différents pays. On est maintenant en pandémie au niveau mondial. Donc une circulation du virus dans de nombreux pays. Le pic de l'épidémie, ce serait quand pour la France ? J'en ai aucune idée. Pour l'instant, le seul pays qui déclare vraiment une baisse de ces cas, avec un certain recul, c'est la Chine. Et c'est vrai que la Chine a été le premier pays touché en décembre-janvier. Et elle est maintenant en train de montrer depuis plusieurs jours une décroissance des cas. On peut se poser dans une certaine mesure la question du recul qu'il faut avoir par rapport à ces chiffres. Mais en tout cas, ça nous renseigne sur le fait qu'au moins à l'épicentre de l'épidémie, dans la ville de Wuhan, l'épidémie semble avoir duré peut-être 6 semaines. Et est-ce qu'il faut en faire ensuite une règle pour d'autres pays ? À mon avis, non. À mon avis, c'est vraiment difficile actuellement de prédire ce qui va se passer en termes de durée de l'infection. De durée de l'épidémie. Ce d'autant qu'on préférerait, nous, qu'il n'y ait pas un pic brutal et relativement court. Nous, on préférerait qu'il y ait une épidémie plutôt plus tassée, qui s'étende sur un peu plus de temps, peut-être avec le même nombre de cas, mais qui ferait que le système de santé serait moins sous pression et le pays moins sous pression. On va revenir un peu sur les origines de cette épidémie devenue donc une pandémie. Vous le disiez, la première fois qu'on a entendu parler, c'était en décembre 2019. Le foyer de l'épidémie se trouvait donc à Wuhan, en Chine. Je ne sais pas si j'ai un bon accent aussi bon que le vôtre, mais le virus aurait été transmis à l'homme par un pangolin. Le pangolin, c'est ce joli petit animal. Comment un virus peut passer de l'animal à l'homme ? Je crois que c'est ce qu'on appelle un zoonose, c'est bien ça ? Oui, zoonose, ça veut dire littéralement une maladie de l'animal. Le fait que des maladies puissent être transmises entre les animaux et l'homme, on l'a toujours vu. Et en particulier pour certains virus qu'on appelle des virus à ARN, des virus qui ont une capacité à muter, à changer, à s'adapter, qui est assez élevée. Pour peu que ces virus puissent circuler pour certains chez l'animal, pour certains chez l'homme, eh bien de temps en temps, il y en a un qui sort du réservoir animal et qui peut s'adapter à l'humain. Et c'est assez banal parce qu'on le connaît déjà pour la grippe, par exemple. Quand on craint parfois une grippe aviaire, ça veut dire qu'on craint qu'une forme de grippe qui circule que chez les oiseaux se mette à circuler aussi chez l'humain. La grippe espagnole de 1916,
c'est une grippe aviaire qui est passée chez l'homme, qui s'est adaptée à l'homme et qui était particulièrement virulente et qui a fait plusieurs dizaines de millions de morts. Le virus Ebola, c'est aussi un virus qui est présent chez certains animaux. Chez ces animaux, d'ailleurs, il est souvent relativement peu pathogène. C'est les chauves-souris. Et puis, il peut passer chez d'autres animaux, comme des animaux qui sont consommés comme gibier par l'homme. Je pense en particulier aux singes, et qui peuvent alors transmettre effectivement à l'homme. Et là, c'est la même manière. Le coronavirus, c'est un virus qui circule beaucoup chez l'homme. Il y a plein de types de coronavirus différents et ces types de coronavirus peuvent donner des rhumes, voire des infections pulmonaires relativement banales tous les ans, en particulier l'hiver. Et il peut aussi, par ailleurs, sous d'autres formes, donner des infections des animaux. Et ce qui s'est déjà passé pour d'autres virus, mais ce qui s'est déjà passé aussi pour le coronavirus, parce que c'est la 3e fois que ça arrive en 17 ans, un virus s'est adapté de l'animal à l'homme et est devenu capable d'infecter l'homme. Là, la transmission a pu se produire de quelle manière entre le pangolin et l'homme ? Alors, le pangolin, c'est une des pistes pour expliquer ce qu'on appelle un hôte intermédiaire, c'est-à-dire le fait qu'il y a un réservoir de virus, qui est la chauve-souris pour le coronavirus, le plus souvent pour les virus animaux, et l'homme. Et qu'en général, le virus ne passe pas directement de l'un à l'autre, mais souvent il y a un hôte intermédiaire. Par exemple, pour le SARS en 2003, qui était la première épidémie mondiale de coronavirus passée de l'animal à l'homme, c'était la succession chauve-souris, civette, un petit mammifère très mignon aussi, comme le pangolin, puis l'homme. Le MERS, un autre coronavirus qui, lui, a pris naissance dans la péninsule arabique et qui est passé, pense-t-on, de la chauve-souris à l'homme en passant par le dromadaire. Il ne faut pas boire du lait de dromadaire. Il ne faut pas être exposé à des dromadaires qui toussent, plutôt. Il y en a très peu dans le centre-ville de Grenoble, heureusement. Assez peu ces jours-ci. Et ce qui s'est passé pour le coronavirus, là aussi, c'est qu'il est passé de la chauve-souris à l'homme probablement de façon indirecte. Et on a cherché quel pouvait être cet hôte intermédiaire. À un moment, on a pensé au serpent, mais c'était à la fois pas très crédible et finalement, ça a été plutôt démenti. Sur un plan de la recherche, on a ensuite pensé au pangolin, mais c'est pas certain non plus. Vous nous avez dit qu'il y avait 3 coronavirus. Celui-ci, on l'appelle le Covid-19. Pourquoi ? Alors en fait, Covid-19, c'est la maladie. En anglais, Coronavirus Disease, Covid. C'est le nom de la maladie et le virus lui-même, initialement, on l'a appelé nCoV 2019, comme nouveau corona, et maintenant, on l'appelle SARS-CoV-2. SARS parce qu'il est proche du virus du SARS de 2003. Sur le plan génétique, il a plus de 80% de ressemblance. Et CoV comme coronavirus, et 2 donc parce que c'est pas le premier. Alors justement, on va le voir, ce Covid-19. Vous pouvez peut-être nous rappeler ce que c'est, un virus ? Un virus, c'est à peine un être vivant, en fait. C'est même pas une cellule, c'est juste de l'information génétique, c'est-à-dire des gènes d'ADN ou des gènes d'ARN, qui sont protégés dans une espèce de capsule ou une espèce d'armature et recouverts de protéines qui vont permettre au virus de s'accrocher. Le but d'un virus, c'est de rencontrer effectivement, via ces protéines de surface, la cellule dont il s'est infecté. Et tous les virus ont à leur surface des protéines qui vont pouvoir leur permettre de reconnaître, par exemple, pour certaines des cellules animales et pour d'autres des cellules humaines, ou bien même des cellules de plantes, puisqu'on peut même infecter les plantes, voire même reconnaître des bactéries, parce qu'il y a des virus des bactéries qu'on appelle les phages. Et après, c'est même très spécifique, puisque un virus n'est capable de reconnaître en général que certains types de cellules très particuliers. Par exemple, le VIH, il reconnaît un certain type de globules blancs qu'on appelle les lymphocytes T4. Et d'ailleurs, cette molécule de surface des lymphocytes CD4, c'est elle qui est reconnue par le virus. Le virus de la grippe, il reconnaît essentiellement les cellules du revêtement respiratoire, ce qu'on appelle l'épithélium respiratoire, des bronches, de la gorge, etc. Et les coronavirus, c'est la même chose. C'est des virus qui sont capables de reconnaître essentiellement des cellules du revêtement, et en particulier du revêtement des voies aériennes.
Et quand un virus reconnaît ainsi une cellule avec ses protéines de surface, il rentre à l'intérieur, il libère ses gènes à l'intérieur de la cellule et il pirate en quelque sorte la cellule. La cellule, au lieu de travailler avec ses propres gènes, elle se met à travailler avec les gènes du virus. Et elle se met en quelque sorte à reproduire, à photocopier le virus à grande échelle. Et ce qui fait qu'à la fois, la cellule meurt et à la fois on relargue plein de virus. Alors vous évoquiez déjà un petit peu, mais est-ce que vous pouvez rappeler effectivement quels sont les symptômes liés au coronavirus, au Covid-19 ? Et on parle souvent que ça ressemble à une grippe. Est-ce qu'il y a éventuellement des différences entre une grippe saisonnière et le coronavirus ? Alors, les signes donnés par le coronavirus, les signes de la maladie Covid-19, ils tiennent à ce que le virus s'attaque donc au revêtement, aux cellules épithéliales de nos voies aériennes. Et donc, on va avoir principalement des signes des voies aériennes. Au début, on avait l'impression qu'on pouvait avoir une atteinte ORL. Finalement, c'est peut-être pas si franc que ça. L'atteinte principale qu'on a, c'est les bronches et les alvéoles pulmonaires. Et donc, on tousse. On tousse et on a de la fièvre, encore que la fièvre ne soit pas constante. Et au-delà de cette toux, si ça va plus loin, dans les formes plus marquées, on est essoufflé. Et si ça va encore plus loin, dans les quelques formes graves qu'il peut y avoir, on est ce qu'on appelle en détresse respiratoire. C'est-à-dire on a beaucoup de mal à respirer. En dehors de la fièvre et des atteintes liées aux voies aériennes, il peut y avoir après aussi des atteintes un peu plus générales liées au fait qu'on fait une infection. On a des frissons, on est fatigué, on a mal partout, on n'a pas faim. Alors on reviendra après plus en détail sur le diagnostic, mais de prime abord, il n'y a pas de moyen comme ça de le différencier d'une grippe. Oui, effectivement, je n'ai pas répondu à votre question. La grippe s'attaque aussi aux voies aériennes, et c'est vrai que les tableaux sont assez proches. Alors, la grippe donne souvent le nez qui coule, ce qu'on appelle un catarrhe, ce qui est moins vrai avec le Covid-19. Mais ce n'est pas suffisant pour vraiment faire la différence. Et c'est deux virus respiratoires qui circulent l'hiver, et donc c'est difficile de dire cliniquement, sans test, est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est l'autre. Est-ce que l'on peut attraper le Covid-19 en même temps que la grippe ? Oui. Il y a des cas effectivement qui ont été décrits. On en a eu un à Grenoble où la personne avait plusieurs virus à la fois. Ce qui est très fréquent d'ailleurs dans la vie quotidienne. Et en termes aujourd'hui d'épisodes, j'allais dire hivernal, saisonnier de grippe, on en est où ? On est cette année sur une petite épidémie, c'est-à-dire une épidémie de relativement faible ampleur par rapport à il y a 2 ans ou il y a 1 an, et une épidémie de relativement faible durée. Pour partie parce qu'on a des souches moins virulentes peut-être, pour une grosse partie aussi parce que le vaccin a très bien marché cette année. Et donc heureusement, on est plutôt sur une pente descendante de la grippe, et donc on n'aura pas en même temps le pic de la grippe et le pic de Covid-19. Ça, c'est ce qui s'est passé en Chine. Ce sont des virus bien différents. Le fait d'être vacciné contre la grippe ne protège pas du Covid-19. Oui, c'est complètement différent. Vous montriez tout à l'heure un pangolin, et les deux virus sont aussi différents qu'un pangolin et une girafe. Ils ont 4 pattes tous les deux et des beaux yeux, mais ça ne change pas grand-chose. Mais c'est tout. On va parler maintenant un petit peu de la dangerosité de ce virus. Pour quel type de population est-il le plus dangereux ? On entend beaucoup parler des personnes âgées. Alors, il y a des fourchettes d'âge. Est-ce que c'est l'âge ou est-ce que c'est plus la condition physique ? Tout joue. Ça, c'est des choses qu'on connaissait assez bien avec la grippe, même si les choses sont différentes pour le Covid-19. Faire une infection respiratoire et demander à son corps de faire de la fièvre, c'est un gros effort. C'est un gros effort pour l'organisme. Et si par ailleurs, on a un organisme qui a déjà des problèmes chroniques, c'est vrai qu'on risque de faire des formes graves. Si on a déjà des problèmes cardiaques, la grippe ou le Covid-19 peuvent décompenser, déséquilibrer cette insuffisance cardiaque. Si on a des problèmes respiratoires, qu'on a une bronchite chronique par exemple ou de l'asthme, le Covid-19 de la même manière peut l'aggraver. Si on a du diabète, le Covid-19 peut aggraver ou déséquilibrer son diabète. Donc les personnes qui ont des maladies chroniques sont plus à risque. Et
Par ailleurs, on le savait déjà pour la grippe et on l'a vu aussi sur les données qu'on a de Chine ou d'ailleurs, l'âge joue aussi un rôle. Et plus les gens sont âgés, plus la maladie chez eux peut prendre des formes marquées. On parlait des maladies chroniques, des maladies pulmonaires. Est-ce que le virus va venir s'accrocher plus facilement, sera attiré entre guillemets, mais plus facilement chez des personnes qui ont ce genre de maladie chronique pulmonaire? Non, on n'a pas l'impression que ces maladies prédisposent à faire une infection respiratoire. Ça, c'est plutôt vrai peut-être pour les gens qui ont ce qu'on appelle une immunodépression, c'est-à-dire dont le système immunitaire n'est pas au même niveau que les autres, soit parce qu'ils ont une maladie du système immunitaire, soit parce qu'on leur donne des médicaments. Par exemple, après une greffe, on donne des médicaments pour éviter le rejet, mais ces médicaments pour éviter le rejet, ils sont faits pour limiter le système immunitaire, et donc ils rendent plus fragiles face aux infections. Mais pour les gens qui ont des problèmes cardiaques ou respiratoires préexistants, ce qui pose problème, c'est pas tant la facilité qu'ils auraient à attraper l'infection, parce que c'est pas ça, c'est plutôt le fait que l'infection chez eux aura des signes plus marqués. Et pour des personnes qui sont atteintes et qui suivent un traitement pour des cancers, est-ce que là également ça peut avoir ça peut être un facteur aggravant? On est vigilant. Pour l'instant, on n'a pas de signal en ce sens. On n'a pas assez de données pour dire qu'avoir un cancer, par exemple, ça prédisposerait à des formes plus marquées. C'est pas impossible parce que ça a été vu avec d'autres virus, justement comme la grippe. Donc on est vigilant, mais surtout on dit, pour l'instant, ne changez rien. Ce qui compte, c'est le traitement de votre cancer. Ou bien si vous avez une maladie auto-immune, ce qui compte, c'est le traitement de votre maladie auto-immune. Vraiment, pour l'instant, il n'y a aucune raison de modifier quelque traitement que ce soit. On parlait des personnes âgées, c'est difficile de donner un seuil avec un âge? Oui, c'est difficile parce qu'on a des chiffres qui nous disent peut-être qu'après 70 ans, la maladie est beaucoup plus marquée. Et en même temps, il y a d'autres situations où on a l'impression que ce n'est pas vrai et que c'est plus décalé vers le haut. Est-ce qu'il y a un certain nombre d'établissements publics hospitaliers pour les personnes âgées, d'EHPAD, qui ont été fermés? Est-ce que c'est une bonne initiative? Alors, il y a un premier niveau qui a été pris hier par le ministère de la Santé, qui est de dire on ne fait plus de visites en EHPAD. Plus personne, plus du tout. Donc, ce n'est pas fermé, mais c'est quand même une forme de fermeture aussi, ou de protection. Après, il n'y a pas eu pour l'instant d'établissements d'EHPAD qui ont été fermés, contrairement par exemple à des écoles. Parce que quand on est en EHPAD, c'est quand même plus facile d'essayer de mettre les personnes en isolement, alors qu'à l'école, ce n'est pas possible de mettre des enfants en isolement. Voilà, alors justement, donc je rappelle que cette émission, nous l'enregistrons à mi-mars et que les choses pourront peut-être évoluer. Alors, puisque vous parlez des enfants, est-ce que les enfants, ce sont des patients à risque? Est-ce que ça peut être des patients déjà du coronavirus? On n'en voit pas beaucoup. Les données qu'on a maintenant, et encore une fois, on apprend un peu tous les jours. Aujourd'hui, on est le 12 mars, et peut-être que la semaine prochaine, ma réponse serait un peu différente. Et c'est d'ailleurs vrai peut-être pour tout ce que je dis depuis un quart d'heure et tout ce que je vais dire encore. Et peut-être qu'on peut arrêter tout de suite cette émission. Non, on peut dire quand même des choses vraies qui tiennent la route longtemps. D'après les données qu'on a, les enfants sont peu à risque, c'est-à-dire ils font peu d'infections. C'est différent d'avec la grippe. La grippe, les enfants sont assez touchés, mais font pas eux-mêmes d'infections graves. Par contre, ils contaminent d'autres personnes. Et ça peut être un problème. Là, on a l'impression que la proportion d'enfants touchés est très basse. Il y a des cas d'enfants qui sont décrits. Il y a eu un enfant d'ailleurs hospitalisé à Grenoble en février. Mais on n'a pas l'impression qu'ils soient touchés. Ils sont peu touchés. Et il n'y a pour ainsi dire pas de formes graves qui ont été décrites au 12 mars chez des enfants. Est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui? On entend beaucoup de choses et parfois certains de nos concitoyens s'inquiètent sur le taux de contagion, de contagiosité et le taux de mortalité comparé à une grippe. Est-ce plus ou moins? Est-ce qu'on a des données aujourd'hui? Est-ce qu'on en sait un peu plus concernant ces deux éléments? La contagiosité, elle est proche de la grippe. Il y a un paramètre qu'on utilise qui est le nombre de personnes que peut contaminer une personne infectée, le nombre de cas secondaires que peut donner une personne infectée. Par exemple, pour la grippe, c'est entre 2 et 3. Pour la rougeole, c'est entre 18 et 20. Pour la varicelle, c'est entre 10 et 15.
Le SARS de 2003 était aussi entre 2 et 3. Le MERS de 2012, cet autre coronavirus, était plutôt à peine au-dessus de 1, donc pas très contagieux. Et ce Covid-19, il semble aussi être entre 2 et 3. Donc comme une grippe saisonnière. Voilà, une infection qui peut se transmettre assez facilement, mais ce n'est pas non plus une infection où on contamine d'un coup 20 personnes, comme pour la rougeole, par exemple. Et les chiffres actuels de taux de mortalité, quand on regarde juste de façon, factuelle, les chiffres qui sont communiqués quotidiennement en Italie, par exemple, on a des taux de mortalité qui apparaissent, a priori, extrêmement élevés. Qu'en est-il ? C'est vrai que, alors que pour la grippe, on est plutôt à une mortalité de 1 pour 1000, là, sur ce Covid-19, la Chine a annoncé des taux de mortalité qui pouvaient aller jusqu'à 3%. Moins de 1% pour les personnes sans problème, mais jusqu'à 3%. D'autres pays, comme la Corée, ont été plutôt à 0,7%. L'Italie, effectivement, a un taux important de mortalité qui dépasse les 5% actuellement, en tout cas le 12 mars. Mais surtout, ce qu'on se dit en Italie, c'est qu'on a l'impression que les gens il y a une mortalité importante parce qu'on ne tient pas compte du fait qu'il y a plein de cas très bénins, voire complètement silencieux, qui existent aussi, qui n'ont pas pu être dépistés, pas pu être diagnostiqués, et que si on tenait compte de ce nombre-là de cas, la mortalité serait beaucoup plus faible. Alors justement, on peut peut-être venir au diagnostic. On a évoqué tout à l'heure les symptômes. Si on pense qu'on a des symptômes du Covid-19, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, pour revenir à la première partie de la question, le diagnostic, il se fait par un prélèvement respiratoire. Ce n'est pas une prise de sang, c'est un prélèvement respiratoire où, avec une espèce de coton-tige, on va faire un prélèvement au fond des sinus. Il paraît que c'est assez désagréable. On n'a pas envie de le faire tous les jours, matin et soir. Et avec ce prélèvement, on a ensuite un résultat en quelques heures. En quelques heures, on sait si on a le virus ou pas. C'est des techniques de typage et de recherche de virus qu'on maîtrise très bien et que là, on a pu adapter à ce nouveau coronavirus assez rapidement. Et ce diagnostic, on peut le faire où ? Chez notre généraliste ? Alors, jusqu'à présent, le diagnostic était possible uniquement à l'hôpital. Depuis cette semaine, la DGS, la Direction générale de la santé, a fait un décret le ministère de la Santé, pour que ce test puisse être aussi disponible en ville. Et il y a des laboratoires de ville qui sont en train de travailler actuellement à le mettre en place assez rapidement. Au 12 mars, ça suscite quelques questions. La première question, c'est qui va faire le prélèvement ? Est-ce qu'on va le faire à son cabinet médical et on l'apporte ensuite au médecin ? Est-ce que ce sera au laboratoire d'analyse médicale qu'on va faire le prélèvement ? Ça, ce n'est pas encore fixé. Et puis, à qui est-ce qu'on va le proposer ? Parce qu'actuellement, on propose le test aux personnes qui sont des cas possibles, comme on dit. C'est-à-dire, à la fois, ils ont des signes qui font évoquer un Covid, et à la fois, ils sont en rapport avec une situation à risque. Par exemple, ils reviennent d'une zone, typiquement l'Italie du Nord, où circule le virus, ou bien la Chine, ou bien la Corée, ou bien ils ont été en contact proche avec une personne qui a été diagnostiquée comme positive. Et dans ces cas-là, ces personnes, on les dépiste. Et elles n'ont pas de symptômes. Alors, actuellement, s'ils sont très proches d'un cas, on dépiste autour d'un cas. Par exemple, si on a un cas dans une famille, on va dépister les personnes de la même famille qui dorment sous le même toit. Même si ça peut être négatif parce que c'est trop tôt. Mais on le fait quand même. Et sinon, on le fait pour les personnes qui ont des signes cliniques. On le fait parce qu'on est encore dans une phase de l'épidémie, en particulier en Isère, où on est en phase 2. La phase 1, c'est il y a un petit nombre de cas qu'on arrive à juguler, dont la transmission est stoppée. La phase 2, c'est quand il y a un nombre de cas plus important qui s'organise sous forme de ce qu'on appelle de cluster, c'est-à-dire une personne en contamine une autre, puis une autre, puis une autre. Et on suit comme ça cette chaîne, c'est l'autre mot qu'on pourrait employer, cette chaîne de contamination. En phase 2, on voit à peu près toujours, telle personne est reliée à tel cluster, ou telle personne s'est rendue dans telle ville où il y en a, ou telle personne a été au contact d'un cas positif. Et puis après, on passe en phase 3. Phase 3, probablement,
si je peux faire de la prédiction pour l'avenir, c'est pas facile. Au 12 mars, je pense que la phase 3, dans différentes zones de France, on y sera d'ici la semaine prochaine. Là, ça veut dire que le virus circule de façon active et qu'on ne pourra pas forcément relier telle ou telle personne à tel ou tel cluster ou à telle ou telle autre personne positive ou à tel ou tel voyage. Parce qu'il y aura eu trop de relations entre les gens et... Ou parce qu'il y a trop de cas. Parce qu'il y a trop de cas. Et donc, la France devient elle-même, en quelque sorte, une zone d'exposition. Est-ce que... Oui. Et justement, la question se pose, est-ce qu'à ce moment-là, il faut faire un test à tout le monde ? Voilà, c'était ma question suivante. S'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont des signes pas méchants, parce que ça va être le cas, la très très grande majorité des cas vont avoir des signes bénins, est-ce que ça sert à quelque chose de faire un test à ces personnes-là ? À partir du moment où le virus circule déjà, la question n'est pas réglée. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ces tests en ville au 12 mars ? C'est très intéressant, mais c'est encore on fait encore des ajustements. Est-ce que, comme le pense Angela Merkel pour l'Allemagne, d'ici peu, 60 à 70% des personnes pourraient être touchées en France ? Il y a différents scénarios, si je peux employer ce terme, différentes prédictions qui ont été proposées pour essayer de voir combien de personnes seraient positives au bout de 2 semaines, d'1 mois, de 2 mois. Comme c'est un nouveau virus, même si on a des données qui viennent d'autres pays, c'est compliqué de se faire son idée. 70%, moi, ça me paraît beaucoup. Je table plutôt, mais on est le 12 mars, et si je dis un chiffre, je vais me tromper, mais trompons-nous. Moi, je table plutôt sur 10%, ce qui est déjà beaucoup. 10% de contamination ? 10% de la population. Ça fait 6,5 millions ce qui est, potentiellement ce qui fait déjà de Français, un certain nombre de personnes. Colossal. Si 10% des personnes de la population française est contaminée, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme tout ? Ça veut dire quand même, si on garde 10% de la population française, excusez-moi Marie-Caroline, et qu'on considère qu'il y a 10% de cas graves, ça fait quand même 600 000 cas graves. Oui, et après, alors cet emboîtement de poupées russes, il y a tant de pourcents de personnes touchées, et dans cette personne touchée, il y a tant de pourcents de cas graves, et dans ces cas graves, il va y avoir tant de pourcents de personnes, par exemple, en réanimation. C'est des projections qu'on essaye de faire, mais il y a encore beaucoup d'approximations parce que la maladie est récente. On ne le connaît pas très bien, ce virus, en fait. On le connaît comme un virus dont la connaissance a été rendue publique par la Chine il y a 6 semaines, ou un peu plus, ou 7 semaines. Donc on est encore sur des ajustements à faire. Nous, ce qu'on espère surtout, c'est que s'il y a 6 millions de personnes touchées, ou 2 millions de personnes touchées, par exemple, c'est que ce soit étalé dans le temps. C'est que grâce aux mesures barrières, éternuer dans son coude, tousser dans son coude, se laver très régulièrement les mains, et puis éviter les rassemblements, pour l'instant au 12 mars, de plus de 1000 personnes. Peut-être que ça va changer encore. Peut-être aussi qu'on va aller vers plus de télétravail, et que tout ça permettra que s'il y a plusieurs millions de personnes touchées, elles ne soient pas toutes en même temps, mais plutôt sur un épisode d'épidémie qui durerait 8 semaines, peut-être 12 semaines, et qui ferait que le système de santé et la société va tenir le coup. Alors justement, puisque vous en parlez, on va passer à la transmission. Comment se transmet ce virus ? Le virus est produit dans les cellules du revêtement des voies aériennes, et donc on contamine quelqu'un quand on tousse ou quand on éternue. C'est comme ça qu'on peut contaminer quelqu'un, sachant que c'est un virus qui nécessite un contact relativement proche. Par exemple, si on est dans une pièce, qu'on est infecté, qu'on est dans une pièce et puis qu'on en sort, une personne qui rentre ensuite dans la même pièce ne risque rien. Les événements de contamination, c'est plutôt parce qu'on serait proche l'un ou l'une de l'autre, à moins d'1 mètre, et que, par exemple, moi, si je suis infecté, avec une forme peu marquée, et donc je ne m'en rends pas compte, je tousse ou j'éternue, je projette du virus sur l'autre personne, et l'autre personne est contaminée. On est vraiment sur ce qu'on observe actuellement, du contact proche. Alors justement, là, on se trouve dans un studio, on a des micros devant nous. Imaginons que j'éternue sur mon micro, 10 minutes après, l'émission est terminée. Un collègue vient prendre ma place. Si je suis contaminée,
il parle aussi. Est-ce que je peux le contaminer? Alors, on n'a pas d'inquiétude sur le fait que la respiration puisse contaminer entre deux personnes à partir d'un objet. Par exemple, imaginons que je projette sur ce micro des virus, puis quelqu'un vient après moi et respirerait en quelque sorte l'air du micro. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Vraiment, le mode principal de contamination, c'est le fait qu'on soit face à face et qu'il y en ait un des deux qui tousse ou qui éternue et qu'on soit à moins d'1 mètre. Après, il y a un rôle qui n'est pas complètement clair, c'est le rôle des surfaces. Et des surfaces qu'on touche avec la main. Et on pourrait imaginer que j'éternue sur la table et que quelqu'un derrière passe la main et la mette sur son visage. C'est un peu un scénario tiré par les cheveux, mais en tout cas, c'est crédible. Et c'est pour ça qu'on dit autant aux personnes, lavez-vous les mains. Qu'on dit autant aux personnes, éternuez dans votre coude, comme ça, vous ne contaminez pas de surface. Et si en plus vous vous lavez les mains, vous échapperez complètement à ce mode de transmission-là. Voilà, il y a des petits clips qui ont été faits par le ministère de la Santé. On va pouvoir voir quelques images pendant qu'on continue de parler. Ça aura peut-être un effet bénéfique sur l'hygiène des Français, sur les conditions sanitaires. Oui, ou alors sur les transmissions d'autres infections. On n'est plus en épidémie de gastro, mais ça aurait été tout à fait intéressant pour l'épidémie de gastro également. Et par ailleurs, si on était encore en épidémie de grippe, et là on est un peu quand même encore en épidémie de grippe, ça va servir aussi. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres modes de contamination? On pense aux moustiques, on pense... Alors, il n'y a pas de virus dans le sang ou très peu. Et donc, de ce fait, on n'est pas inquiet sur la manipulation du sang, par exemple, ou si quelqu'un se coupe, c'est absolument pas un danger. Le virus, son truc, c'est les revêtements respiratoires. Lui, les cellules qu'il aime bien, c'est pas les cellules du sang, c'est les cellules de la gorge, de la trachée et des bronches. Et donc, ce qui contamine, c'est essentiellement le fait de tousser ou d'éternuer. On se demande s'il peut y en avoir dans le tube digestif. Ça a été montré effectivement qu'il peut y en avoir dans les selles. Est-ce que c'est contaminant? Ça apparaît beaucoup moins sûr. Vraiment, le mode principal de contamination, c'est d'être à moins d'1 mètre et que quelqu'un est d'infecté, tousse ou éternue. Quelle est la durée d'incubation de ce virus? C'est plus long que la grippe, parce que la grippe, c'est plutôt 2 jours. Là, on est plutôt entre 4 et 7 jours. Il y a des extrêmes plus courts, des extrêmes qui vont essentiellement jusqu'à 14 jours, mais on est aux environs de 4 à 7 jours. On va passer maintenant à la prise en charge. Début février, le CHU Grenoble-Alpes recevait les premiers patients en France, des ressortissants britanniques en vacances dans la station des Contamines Montjoie, en Haute-Savoie. Quelle procédure a été mise en place à ce moment-là? Alors, ce n'était pas tout à fait les premiers patients, parce qu'il y avait déjà eu, via des touristes d'origine chinoise, des cas à Bordeaux et à l'hôpital Bichat à Paris. Mais effectivement, on a été prévenus, les autorités de santé françaises ont été prévenues par les autorités de santé anglaises qu'il y avait une personne diagnostiquée pour le Covid en Angleterre qui revenait de France. Et donc, les autorités de santé se sont intéressées au chalet où résidait la personne, ont fait des tests dans les personnes dans le chalet, se sont rendus compte qu'une certaine partie d'entre eux étaient positives. Et donc, ces personnes ont été hospitalisées. Pas tellement parce que leur état de santé inspirait des inquiétudes, hein, ils allaient vraiment bien, mais pour limiter l'infection. Pour essayer vraiment qu'à ce stade de l'épidémie, qui était un stade très précoce, dès qu'on voit un cas, le but, c'est qu'il n'y en ait pas d'autres autour. Et donc, on hospitalise les gens. Et d'ailleurs, ça a bien marché parce que cette hospitalisation rapide a permis qu'il y ait 0 cas en dehors du chalet. Et ce qui est vraiment, je trouve, une réussite. On a gagné quasiment 1 mois grâce au fait que ce cluster ait été géré comme ça. Et effectivement, donc on a reçu en hospitalisation à Grenoble, à Saint-Étienne, à Lyon, des personnes positives et on les a reçues dans les conditions qu'on applique habituellement pour ce genre de virus. Un isolement respiratoire renforcé et puis contact par ailleurs aussi. On fait attention, on porte des gants, on se lave les mains, etc. De manière à ce que non seulement aucun soignant ne soit contaminé, mais par ailleurs qu'aucun autre patient ne soit contaminé non plus. Et c'est ce que vous faites actuellement pour les patients qui arrivent aussi? Oui, les personnes qui sont hospitalisées, soit parce qu'elles ont un tableau évocateur, soit parce qu'elles ont été dépistées comme positives,
on les hospitalise dans le même niveau de confinement, le même niveau d'isolement, pour s'assurer que chacune d'entre elles ne sera pas l'occasion d'autres cas. Et qu'est-ce qui est prévu pour la suite, si on imagine, si ce n'est un pic, en tout cas une augmentation des cas pour l'accueil, la prise en charge de ces patients au CHU? Ça va demander de gros moyens. Il y a différentes solutions qui sont à l'œuvre. Une des solutions, ce serait d'hospitaliser tous les cas, y compris les cas très majoritaires, très peu marqués, bénins entre guillemets. Ce n'est pas le scénario qui est privilégié. Le scénario qui est privilégié, c'est d'hospitaliser les personnes dont l'état clinique est préoccupant, y compris d'ailleurs en réanimation si leur état le nécessite, et que les autres personnes positives mais sans aucun signe de gravité soient à la maison en confinement. C'est ce qui est en train d'être discuté comme hypothèse de travail au 12 mars. Et elles peuvent recevoir elles sont en confinement, mais est-ce qu'elles peuvent recevoir des visites de personnel hospitalier? Le confinement, alors, je ne vous ai pas laissé finir, pardon. Elles seront en confinement, donc le but, c'est qu'elles voient le moins de monde possible. Et ensuite, est-ce qu'elles pourront quand même être vues par le médecin généraliste? Oui, bien sûr. On va continuer à faire de la médecine. Si les personnes doivent être vues par leur médecin parce qu'elles ne se sentent pas bien, il y a des choses qui vont être prévues, bien sûr. Alors évidemment, ça engendre un afflux de patients à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe pour les autres patients, puisque la vie continue à l'hôpital? Est-ce qu'il y a des opérations qui peuvent être reprogrammées, par exemple? C'est une des hypothèses. Pour l'instant, on n'est pas encore là. On n'en est pas encore là. Une des hypothèses, effectivement, ce serait que l'épidémie soit une épidémie brutale et que les cas graves, même s'ils sont minoritaires, soient tous en même temps et que l'hôpital soit impacté dans son activité et qu'on soit obligé ensuite de rediriger de l'activité de soins vers ces personnes au détriment d'autres activités comme par exemple certaines consultations prévues à l'avance ou certaines chirurgies prévues à l'avance. C'est une des hypothèses. Au 12 mars, c'est encore une hypothèse. Est-ce que ce virus, pour l'instant, au 12 mars, il est dans un certain état. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse muter? Est-ce qu'il a déjà muté depuis le mois de décembre? C'est pas impossible. C'est pas impossible qu'il puisse muter, mais c'est pas l'hypothèse la plus probable. Il a manifestement changé entre début décembre et début janvier. C'est probablement le virus qui a été transmis, semble-t-il, dans un marché aux animaux vivants de Wuhan. Le virus qui a été transmis de l'animal à l'homme et le virus qui ensuite s'est transmis entre êtres humains, entre les deux, peut-être qu'il a un peu changé. Au moment où il est devenu capable d'infecter plusieurs dizaines de milliers de personnes, là, à la phase initiale, quand il a pris son essor, si on peut dire, peut-être qu'il a changé. Depuis, il y a des recherches qui sont faites dessus et ça ne paraît pas concluant. On n'a pas l'impression que le virus soit en train de prendre dans les différentes épidémies, dans les différents pays, je veux dire, qui sont en train de prendre différentes formes. Est-ce que l'on travaille sur un vaccin actuellement ou est-ce que c'est difficile justement parce qu'on ne connaît pas ce virus, on ne sait pas combien de temps il va rester? Alors, votre question mélange effectivement différents aspects ou aborde différents aspects. C'est vrai que le SARS, le coronavirus de 2003, il a duré que quelques mois. Il a fait une épidémie de 8000 cas, assez préoccupante parce qu'il y avait quand même 10% de mortalité. Mais par ailleurs, elle s'est arrêtée avec les beaux jours. Et à ce moment-là, la recherche sur le vaccin n'a pas été poursuivie parce que l'épidémie avait disparu. Quand un nouveau coronavirus est venu en 2012, le MERS, dans la péninsule arabique, il y a eu aussi de la recherche qui a été faite sur le vaccin. Mais comme l'épidémie n'a pas pris une grande ampleur, actuellement dans le monde, en 8 ans, on a eu 2400 cas, ce qui par rapport à plus des 100 000 cas qu'on a actuellement au 12 mars, ce n'est pas grand-chose. Et ça n'a pas non plus beaucoup engagé à travailler sur le vaccin. Mais il y a quand même des choses qui ont été faites. Et là, à partir du moment, mais quasiment dès le moment en fait, où la séquence génétique du virus a été publiée, des gens ont commencé à travailler sur un vaccin. Et même si on ne sait pas ce que va devenir cette épidémie dans 2 mois, je suis persuadé qu'on aura un vaccin efficace peut-être d'ici la fin de l'été.
Et pour le reste, lorsque l'on est contaminé, finalement, une fois qu'on est confiné, on guérit tout seul comme d'une grippe? Si on n'a pas de pathologie particulière? Effectivement, il n'y a pas de traitement validé. Il y a un essai clinique qui commence en France avec différents types d'antiviraux. Mais comme beaucoup de virus, on n'a pas de traitement bien clair. Ce qui fait qu'actuellement, on propose des traitements uniquement aux cas graves, en attendant l'essai clinique. Et l'essai clinique, il va commencer d'ici la semaine prochaine pour les personnes hospitalisées. Mais pour les personnes qui seront chez elles, à la date du 12 mars, elles n'auront probablement pas besoin de traitement. Il y a eu quelques cas, paraît-il, de recontamination de personnes qui ont été positives. Est-ce vrai? Il y a des choses qui ont été montrées, mais des choses très rares, voire exceptionnelles. Et les données qui sont disponibles aujourd'hui, elles sont très en faveur plutôt du fait qu'une fois qu'on est infecté, on ne se réinfecte pas. Alors évidemment, on aurait bien d'autres questions à vous poser, professeur Epaulard, mais on arrive au terme de cette émission. Vous reviendrez peut-être. En tout cas, il est sûr que nous continuerons de reparler du Covid-19, puisque l'on ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait. Si vous avez d'autres questions sur le coronavirus, je vous rappelle qu'une plateforme téléphonique d'information a été mise en place par le gouvernement. Il s'agit du 0800 130 000 et l'appel est gratuit. Merci beaucoup. Vous souhaitiez rajouter quelque chose, je crois. Oui, et pour rajouter quelque chose, le premier message, c'est de dire qu'au 12 mars, on peut prévoir qu'on est en train de rentrer dans une épidémie qui va devenir nationale et qui sera essentiellement une épidémie de cas non graves. Il va y avoir des cas plus marqués, mais la grande majorité des personnes seront des cas non graves. Le deuxième message important, c'est que si on a des signes de maladie, il faut appeler le 15. Mais il ne faut pas appeler le 15 pour se renseigner, pour poser des questions. On peut avoir des questions tout à fait pertinentes et tout à fait intéressantes, mais ces questions-là, il faut les réserver au numéro vert. Le 15, c'est fait pour prendre en charge des personnes avec des signes. Voilà, il ne faut pas engorger le 15. Merci beaucoup. Merci Vincent d'avoir participé à cette émission. Merci Marie-Caroline. On se retrouve très bientôt. À très vite. Voilà, pour un nouveau numéro de Check-up. En attendant, portez-vous bien. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical, vous a présenté Check-up. Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous ont présenté Check-up.